Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Société. Cette semaine, nous allons parler du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale et plus particulièrement sur tout ce qui touche la politique familiale, modulation des allocations familiales et partage du congé parental. Les annonces ont fait beaucoup réagir les Français, mais également nos invités. Bonsoir à vous quatre. Nous avons donc sur ce plateau Angela Jotik. Vous êtes membre de l'association départementale des mampreneurs, entendez par là maman entrepreneur. Patrick Rouzière, vous êtes syndicaliste et et administrateur à la CAF des Yvelines. Elisabeth Vore, vous êtes présidente de l'association familiale de Loussienne. Et enfin, Gaëlle Kergutil, vous êtes membre du bureau fédéral du PS. Merci à vous quatre d'être présents. Alors pour réduire le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement a envisagé plusieurs pistes. Il a pensé diviser la prime de naissance à partir du deuxième enfant par 2 ou par 3. Cette idée a finalement été abandonnée, mais la prime sera versée à la naissance et non plus au 7e mois. Concernant les allocations familiales, alors là, il y a une petite révolution, si on peut dire. En 2015, elles seront modulées en fonction du revenu des parents. En dessous de 6 000 euros pour un couple avec 2 enfants, rien ne change. Au-dessus de 6 000 euros, elles seront divisées par 2 et par 4 au-dessus de 8 000 euros. Des seuils relevés de 500 euros par enfant supplémentaire. L'objectif est d'avoir 800 millions d'économies en 2016. Alors, avant de faire le tour de cette table, je vous propose d'écouter l'avis d'habitants des environs. Nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient. C'est certainement une bonne chose. C'est vrai que ça devrait plutôt être en fonction des salaires, effectivement. Il n'y a pas d'allocation familiale. Il faut aller travailler. Tu as un enfant, tu n'as pas un enfant, il faut aller travailler. J'ai un enfant, je travaille. On devrait examiner les allocations familiales en fonction de la situation de chaque citoyen. Effectivement, les riches doivent peut-être toucher un peu moins, mais je trouve quand même que le plafond est descendu à 6 000 euros de brut, ce qui fait environ 4 200, 4 500 euros de net. Quand on travaille à deux, c'est quand même pas, disons, des salaires de riches. Alors donc le dernier intervenant nous indiquait 6 000 euros bruts par mois pour une famille avec 2 enfants. Ce n'est pas un salaire de riche. Elisabeth Vore, vous rencontrez des familles nombreuses et notamment ce qu'on peut appeler assez aisées à Loussienne. Que vous répondent-elles en tout cas avec ce projet de loi? J'ai des familles vraiment en colère à Loussienne qui ont l'impression d'être tellement maltraitées depuis déjà la baisse du quotient familial en 2012. 2013, à nouveau, baisse du quotient familial. Et donc, beaucoup de familles, maintenant, nombreuses, payent des impôts. Et ce qui me fait mal, moi, c'est que ce sont les familles nombreuses qui vont payer. Et ça, je trouve que c'est par rapport à notre pays, ce n'est pas normal. Parce que si on fait des enfants, c'est bien pour notre pays. Enfin, la France de demain vivra. Nos retraites seront payées par nos enfants. Et la France est d'ailleurs un des pays européens où il y a le plus haut taux de natalité. Alors, oui, alors on avait quelque chose qui marchait, pourquoi y toucher? La CGT rejoint finalement votre opposition. Pour réduire le déficit de la sécurité sociale, vous ne souhaitez pas que ce soit les familles qui soient impactées? Bien sûr, parce qu'une fois de plus, on s'en prend aux familles. Les gens qui ont besoin de cet argent, même à partir de 6 000 euros bruts par mois, ce ne sont pas des gros salaires. Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, il y a les loyers. Souvent, les gens dans la région parisienne, par exemple, qui ont des loyers de 1 000 ou 2 000 euros, 6 000 euros, ce n'est pas des gros salaires. En plus, la CGT, on est pour l'universalité des allocations familiales. Donc là, premièrement, c'est un pas en arrière. Et si on va plus loin, si on va aux sources, je vais peut-être parler du CNR, c'est quand même une victoire du CNR, tout notre système de sécurité sociale. Donc, à la CGT, on estime que ce sont des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Et trouver l'argent, du coup, ailleurs. Mais l'argent, on peut la trouver ailleurs. Lorsqu'on voit toutes les charges sociales que nous, on appelle cotisations sociales, parce que le patronat appelle charge. Pour nous, c'est une cotisation sociale, qui ne sont pas versées. Il y a plusieurs milliards de remises qui sont faites aux entreprises, et ça fait de l'argent en moins dans la caisse de la sécurité sociale. De toute façon, la grande responsabilité, c'est le coût du capital. C'est le coût du capital. Je vais vous montrer une chose. Ça va être rapide.
Là, on s'éloigne des problèmes familiaux. Non, le coût du capital. Je vais vous montrer une chose. En 25 ans, je le mets devant la caméra parce que je ne suis pas sûre qu'on le voit. En tout cas, dites-nous les données. Alors, les données en 25 ans, c'est des chiffres INSEE. Oui. Ce n'est pas le chiffre que j'ai trouvé ce matin entre ma salle à manger et puis ma cuisine. En 25 ans, l'évolution des salaires, on est passé de 100 à 193. Ça n'a même pas été multiplié par 2. Tandis que l'évolution des dividendes est passée de 100 à 1318. Il y a eu une multiplication de 13 des dividendes pour les grosses entreprises. Alors justement, donc Gaël Gerstulich, même au sein du PS, il y a des divergences. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut répondre à ces critiques, en tout cas? Est-ce que finalement, il y a une vraie rupture dans ce projet de loi ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait une vraie rupture. Moi, j'entends ce qui a été dit par les Yvelinois en l'occurrence, avec des avis là aussi divergents. Et j'entends cette idée qu'il faut aller vers plus de justice et une meilleure répartition des aides qui sont données. J'entends cette question et en même temps, je fais partie, et le Parti socialiste est profondément attaché à l'universalité de la protection sociale. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement un fondement de la sécurité sociale qui considère que chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Et ça, je pense que c'est un principe fondateur extrêmement important qui fait que, quelle que soit la position qu'on a sur l'échelle sociale dans notre pays, on est tous liés et on fait corps, on a une cohésion sociale qui est liée profondément, je pense, à ce pacte républicain qui est la sécurité sociale. Donc je pense que ça, c'est important de garder ça et de faire en sorte que tous les Français cotisent au système de protection sociale et soient assurés de recevoir des prestations, quelle que soit leur situation, qu'ils gagnent 3 000, 6 000 ou 1 000 euros. Je pense que ça, c'est un premier point. Ensuite, deuxième point que moi je voulais aborder, c'est de quoi on parle concrètement. Je pense que c'est important de parler de choses assez concrètes. On parle aujourd'hui de faire une économie de 800 millions d'euros sur la branche famille pour essayer de réguler un déficit qui est aujourd'hui aux alentours de 13 milliards d'euros, déficit annuel de la sécurité sociale. Donc on voit bien déjà que c'est une mesure donc, de 800 millions d'euros sur 13 milliards. Et je pense que là, c'est important de replacer aussi les choses dans leur contexte et qu'il y a aussi d'autres leviers à activer. Si on veut défendre notre système de protection sociale, si on y est attaché, et je crois que c'est le cas de la très grande majorité des Français, il faut être en capacité d'aller activer d'autres leviers, et notamment des leviers qui vont permettre d'alimenter notre système de protection sociale. Donc c'est la lutte contre le chômage. Je pense que là, il y a un vrai enjeu parce que quand on crée de l'emploi, on crée de la cotisation sociale. Ça, c'est une première chose. Et il y a également la question qui a été abordée de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales. Aujourd'hui, la Cour des comptes estime qu'on est aux alentours de 20 milliards de fraude aux cotisations sociales. Un chiffre qui a été multiplié par 2 depuis 2007. Donc on voit bien que des réserves de ressources, il y en a. Voilà, donc je pense qu'il y a ces leviers-là qui sont extrêmement importants à activer, qui permettent à la fois de préserver ce système de protection sociale qui fait la cohésion de notre pays et en même temps de ne pas amoindrir le pouvoir d'achat des familles qui sont aujourd'hui fortement affectées par la crise qu'on vit. Alors moi, je voudrais faire une observation. Vous parlez de leviers. Vous dites qu'il y a plusieurs leviers. Le levier des cotisations sociales des employeurs. Il est prévu 33 milliards au nom de l'emploi qui ne sont pas versés par les employeurs. 33 milliards, c'est pas rien. Au nom de l'emploi, quel est le résultat actuellement sur l'emploi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule chose qu'ils souhaitent, avant d'embaucher, comme ils le disent, ça a été déclaré par Gattaz, c'est pas moi qui le dis, il faut d'abord reconforter nos marges. Et cet argent, ces 33 milliards, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale. Donc c'est de l'argent en moins pour les familles aussi. C'est de l'argent qui n'est pas redistribué. Moi, ce que je suis désolé. Ça, c'est un levier qu'il faut utiliser. On va laisser un mot. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que le déficit de la sécurité sociale, quand même, la branche famille, en 98, n'était pas déficitaire. Et en 98, on a décidé de faire payer par la branche famille les majorations pour enfants de nos pensions de retraite qui étaient payées par le régime vieillesse. C'est normal. Les pensions de retraite devraient être payées par le régime retraite. Bon. Donc, il y a eu le retour en arrière, en tout cas, en 98 oui, sur... Non, mais donc la branche famille est devenue déficitaire. Et là, nos majorations de retraite ont été fiscalisées par ce gouvernement. Et au lieu de verser
l'argent obtenu par cette fiscalisation à la branche famille. On remet cet argent dans, je sais pas. Donc on l'entend bien, essayer dans la branche famille. De trouver ailleurs que dans la branche famille. Un point quand même, Angela Jotik. Ce sera un avis du coup plus personnel pour vous, mais vous avez 2 enfants adolescents. Est-ce que ces allocations familiales sont importantes dans votre budget? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais non, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait de les moduler en fonction des salaires. Moi je perçois cette allocation alors qu'on a quand même une belle situation, et je trouve dommage justement, cette allocation ne change pas fondamentalement mon budget, donc je préférerais qu'elle soit donnée à quelqu'un qui en a plus besoin. Mais effectivement, toute la difficulté, c'est de trouver cette fameuse ligne de flottaison. À partir de quel moment on considère qu'on gagne trop pour recevoir de l'État, et à partir de quel moment on en a vraiment besoin. Ça, c'est très difficile. Et certainement, effectivement, comme disent les autres invités, d'autres endroits où on pourrait aller chercher également de l'argent. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me choque en soi, le fait que ce soit modulé en fonction des revenus. Je trouve que déjà, en fonction des revenus, l'éducation des enfants sera impactée par les revenus des parents. Donc si l'État peut venir corriger cette différence qu'il peut y avoir entre un enfant et un autre, je trouve ça assez logique. Alors, autre point qui fait débat, il faut forcément un petit peu avancer, le partage donc, du congé parental. Alors, comme tout à l'heure, on écoute, avant de débattre, l'avis des habitants. Comme maintenant, il y a la parité entre les hommes et les femmes, pourquoi pas, hein. Normalement, ça doit être 50-50. Parce que papa, il s'occupe aussi de l'enfant, maman, elle s'occupe aussi de l'enfant. Donc, 50-50, il n'y a pas un tiers ou 2 tiers. Que les hommes partagent la tâche avec leur épouse, et je trouve que c'est une bonne chose. Après, peut-être que ça aura des incidences aussi, peut-être sur leur carrière aussi, comme ça l'est pour les femmes. Donc ça les fera peut-être réagir. Je trouve ça très compliqué, surtout qu'au niveau familial, toutes les familles ne sont pas composées en fait d'un papa, d'une maman. Le père peut avoir un certain travail qui peut ne pas, du moins, il pourra pas prendre ses congés, donc automatiquement ce sera 1 an et demi. Donc je suis pas pour. Alors, quelques données quand même sur l'évolution à venir. Le congé parental aujourd'hui est de 6 mois pour le premier enfant, de 3 ans à partir du deuxième. Concernant le premier enfant, le projet de loi prévoit que les 2 parents pourront prendre 6 mois chacun. Pour le deuxième enfant, les 3 ans seront dorénavant partagés, donc 2 ans pour la mère, 1 an pour le père, et qui ne seront ni rattrapables ni échangeables. C'est-à-dire que si le père ne prend pas sa part, la mère ne pourra pas profiter d'un congé de plus de 2 ans. Alors le but affiché, Gaëlle Guercudil, c'est de favoriser l'égalité homme-femme. On l'entendait quand même assez bien dans la vie des habitants, et de contribuer à un retour plus rapide finalement au travail des femmes. Alors je crois que c'est une mesure qui va dans le bon sens, vraiment. Et je pense que là encore dans votre micro-trottoir, les Français nous montrent qu'ils ont un temps d'avance sur cette question-là, et que l'égalité homme-femme, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est bien ancré dans les têtes maintenant. C'est un objectif, à mon avis, bien ancré. Et je pense que cette mesure va dans le bon sens, puisque au niveau symbolique déjà, ça permet de valoriser l'implication des hommes dans l'éducation des enfants. Et ça, je pense que c'est important, que l'implication des hommes dans la sphère familiale ne soit pas vécue comme quelque chose de fait par défaut ou de négatif. Donc je pense que déjà, de ce point de vue-là, c'est important. Après, je pense que cette mesure ne doit pas être déconnectée de tout le travail qui peut être fait au niveau à la fois de la politique salariale et également de la politique de la petite enfance. Je m'explique assez rapidement. La politique salariale, pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui un écart de salaire important entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'à responsabilité égale, à diplôme égal, une femme touche moins qu'un homme. Et donc ça, évidemment, ça joue sur le partage et l'implication des femmes et des hommes dans le temps éducatif, tout simplement parce que dans une famille avec un père et une mère, si on doit faire le choix, parce qu'on n'a pas d'autre mode de garde, d'avoir quelqu'un à la maison, c'est la personne qui a le revenu le plus bas, et donc en général la femme, qui va supporter ce choix quand il est fait par défaut. Donc il y a cette question-là. Et après, il y a la question de la petite enfance, parce qu'on parle effectivement de la question du congé parental, mais il faut aussi proposer des modes de garde. Et je crois que là-dessus, le gouvernement, et notamment la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a fait un vrai travail en mettant en place la scolarisation dès 2 ans et demi, en fixant des objectifs ambitieux avec des créations de places, et donc une augmentation de 25% de l'aide de la CNAF aux communes pour créer des places d'accueil des enfants. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas réfléchir de manière cloisonnée, mais c'est vraiment un travail transversal qu'il faut mener sur cette question de l'égalité femmes-hommes. On va pouvoir avoir un avis concret. En tout cas, Angela Jotik, vous représentez donc ici les mères chefs d'entreprise. Votre société est d'ailleurs un site internet qui permet de trouver des moyens de garde plus facilités, disons, pour les parents qui travaillent tous les deux.
Est-ce que vous pensez également que cette loi va dans le bon sens? Je sais par exemple que vous n'avez pas pris votre congé parental, hein, uniquement le congé maternité. Effectivement, moi je ne me suis pas arrêtée, comme on dit, pour élever mes enfants. C'était un choix personnel parce qu'effectivement, c'est indéniable que le congé parental met quand même un petit frein à la carrière professionnelle. Et effectivement, c'est un des reproches que l'on peut faire. Mais en même temps, je trouve que le fait de le partager entre la mère et le père, ça peut quand même rétablir un certain équilibre parce que c'est quand même pas normal que les femmes soient sans arrêt pénalisées dans leur travail parce qu'elles ont effectivement cette contrainte de l'éducation des enfants et que le papa est tout autant parent de l'enfant. Et pour moi, de pouvoir partager cette charge, on va dire, mais qui ne devrait pas être une charge, qui devrait plutôt être un partage dans l'éducation de l'enfant, avoir des papas plus impliqués dans l'éducation des enfants, pour moi, ça va dans le bon sens. Alors, Patrick Rouzière, vous êtes vous-même opposé à cette réforme. Totalement opposé. Pourquoi? Totalement opposé. Déjà, au départ, c'est une hypocrisie sans nom. Parce que si on veut vraiment qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, déjà, à un moment donné, il faudrait augmenter l'allocation. Parce qu'on sait très bien que les femmes, comme vous l'avez dit vous-même, les femmes ont des salaires, même à travail égal, beaucoup moins élevés. 19%. Déjà, si on obligeait les employeurs à réduire cet écart, ça ferait des cotisations en plus. Déjà, ça ferait de rentrées d'argent complémentaires. En plus, les hommes, généralement, en raison des femmes qui souvent ont des travails précaires, on le sait très bien souvent, les femmes, malheureusement, ont des travails précaires. Ce n'est pas une généralité, mais beaucoup. Les hommes, souvent, ont des travails avec une meilleure rémunération. Je vous vois assez étonné, réagissez. C'est hallucinant, non? Non, c'est pas hallucinant. Non, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Vous faites des généralités. Non, c'est pas une généralité. Je côtoie les salariés assez souvent. Oui. Le commerce, en tant que salarié du commerce, je suis en retraite depuis 1 an et demi. J'ai passé 30 ans dans le commerce. Je connais les problèmes des femmes, souvent même des femmes seules avec enfants dans le commerce. Oui. Il n'y a rien de fait pour elles. Et ça, il faut le dire. Et même quand ce sont des femmes qui travaillent dans le commerce, souvent, elles ont des horaires décalés. Elles finissent le soir à 22h. Elles ont des coupures dans la journée. Oui. Et des petits salaires. Il faut être réaliste. Dans le commerce, les salaires, c'est le SMIC. Ou un peu plus du SMIC. Tandis que les hommes, souvent, ont des salaires plus élevés. Je ne dis pas que cela est normal, mais c'est un fait. C'est une réalité. Donc, les couples, ils font un compte. Ils font le compte. Hein. Ils sont comme tout le monde. Ils font le compte. Et bien, quand ils verront le salaire de remplacement, l'allocation de remplacement, eh ben, c'est la femme qui arrêtera de travailler et l'homme, lui, il continuera. C'est dommage parce que l'homme... une indemnité plus importante, vous vouliez non, mais je voudrais finir. C'est dommage parce qu'il serait bien que l'homme puisse s'impliquer, je suis d'accord avec vous, puisse s'impliquer un peu plus. Et il y a une autre chose, la femme. Les nouveaux papas... La femme, lorsqu'elle aura fini son congé mater, étant donné que l'homme ne prendra pas son congé mater, il faudra qu'elle fasse garder son enfant. Et là, il y a un coût complémentaire aussi. Avec madame, et là, il y a quoi? Alors, ce que vous disiez, Elisabeth Borst, c'est que finalement, les papas prennent un peu plus de place aujourd'hui? Mais bien sûr, les papas s'occupent vraiment même des bébés, changent les couches, etc. Je voulais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai entendu le mot contrainte de l'éducation. Oui, et le mot contrainte m'a fait mal. Parce que moi, je connais aussi beaucoup de femmes qui auraient voulu faire le choix de pouvoir justement élever leurs enfants et qui sont obligées de travailler. En tout cas, pour le congé parental, vous souhaitiez qu'il y ait un vrai, pas un partage, mais qu'il y ait un choix laissé aux familles. Un choix laissé aux familles. C'est de l'utopie dans la société d'aujourd'hui, de toute façon, de penser que les pères vont prendre le congé parental. On le sait. Donc là, c'est réduire le congé, le droit des femmes. Elles avaient le droit d'avoir 3 ans et on réduit leur droit. Le but, c'est aussi de favoriser. Le but, c'est de favoriser aussi également ce que vous vouliez indiquer, la prise, donc du coup un peu obligatoire, mais qui pousserait en tout cas à changer les choses à l'avenir. Au nom de quoi une société peut obliger quand même? Je trouve ça incroyable. Mais si, je veux pas rentrer puisqu'on réduit le... Oui, mais bon, que l'on réduise la durée du congé parental de la maman, j'imagine qu'il y a des contraintes budgétaires et on le prend ou on ne le prend pas. Moi, je n'ai pas été obligée à le prendre, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce que je dis, c'est que les papas, effectivement, s'impliquent de plus en plus dans l'éducation des enfants. C'est une bonne chose. Et le fait qu'on puisse les autoriser à prendre un congé parental, mais très bien, c'est une très bonne chose. S'ils le prennent, s'ils le veulent. Alors ce congé reste de 3 ans. On peut regarder ce qui se fait à l'étranger, peut-être pour comparer. On va voir un graphique qui s'affiche. En Europe, finalement, il y a très peu de pays. Il y a très peu de pays qui accordent autant de temps au congé parental, s'il vous plaît. Alors,
Et tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour que les hommes puissent prendre aussi le congé parental, eh ben, on n'avancera pas. Mais il faut que les hommes puissent le faire. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut en sorte que tout soit mis en œuvre pour qu'ils puissent le faire. Mais avec ce projet, non, ils ne peuvent pas le prendre. Alors, donc, on regarde quand même ce qui se passe en Europe. Il y a finalement très peu de pays qui accordent autant de congés parental aux parents, père et mère. On revoit le graphique. Il y a finalement la France et l'Espagne où la durée maximale est de 3 ans. Et ça baisse tout de suite à 54 semaines pour l'Allemagne. Au Royaume-Uni, il n'y en a pas. Donc finalement, il y a des données très variées. On est quand même favorisé en France. On peut voir également le coût qui est alloué pour ces congés parentaux dans les différents pays également. Dans beaucoup de pays, c'est un pourcentage en fait du salaire, ce qui n'est pas le cas en France. Au Portugal, 100%, en Suède, 80%. Est-ce que c'est peut-être finalement une solution de rehausser ces rémunérations, disons, et de le réduire à la durée? Est-ce que c'est la solution pour faciliter le travail des femmes? Je peux réagir peut-être? Je ne crois pas que ce soit forcément en réduisant qu'on va faciliter le travail des femmes. Je crois que ça a été dit. Les femmes sont les premières à subir les temps partiels imposés, sont les premières à subir les écarts de rémunération injustifiés. Donc il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là. Effectivement, pour imposer que ce soit les qualifications qui soient reconnues et qui justifient le salaire et non pas le fait que vous soyez né homme ou femme. Après, je crois que la question de l'inégalité, des inégalités hommes-femmes, c'est une question profondément difficile à traiter parce qu'elle est multifactorielle et qu'effectivement c'est quelque chose qui s'ancre dans les consciences depuis tout petit. Et là aussi il y a un vrai travail à faire et il y a un avis je crois qu'il y a 2 jours qui a été rendu justement pour qu'on puisse par la contrainte aussi et par le levier économique, faire en sorte qu'on lutte contre les stéréotypes sexistes et faire en sorte qu'une petite fille qui est en primaire, elle puisse autant se projeter qu'un petit garçon en se disant plus tard, moi je serai PDG d'entreprise, plus tard je serai pompier, je serai garagiste, autant qu'un petit garçon. Et voilà, il y a aussi cet enjeu-là qui fait que les femmes pourront autant s'épanouir, choisir vraiment le travail qu'elles veulent faire et avoir accès au même niveau de responsabilité et de rémunération. Et je pense que ça, on ne peut pas le. Pour une femme, il n'y a pas que le travail, je suis désolée. Vous dites subir le temps partiel. Moi, je l'ai choisi. Je crois qu'il y a, et je me suis battue dans mon entreprise quand je travaillais parce que ça n'existait pas. Je pense que c'est effectivement la question du choix. Un progrès. La question du choix, oui. La liberté de choix est extrêmement importante. Et pour autant, dans toutes les études qui sont faites, les temps partiels imposés, c'est-à-dire quand on demande aux gens est-ce que vous avez un temps partiel que vous n'avez pas choisi, très majoritairement, ce sont des femmes qui répondent oui. Donc il y a bien une vraie problématique là-dessus, sur cette question-là, et je pense qu'il faut être en capacité de la traiter et de permettre aux femmes qui souhaitent prendre du temps pour le consacrer à leurs enfants de le faire, mais pour les femmes qui souhaitent s'investir professionnellement, accéder à des hauts niveaux de responsabilité, que ce ne soit pas mais la femme qui souhaite s'investir, elle le qui peut. l'empêche. Comme vous dites, elle ne prend pas son congé. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes très brillantes avec des carrières. Voilà, c'était leur choix. Alors après, il faut pouvoir s'organiser dans la vie personnelle pour assurer la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui. Et ça dépend des situations de chacun. J'ai pu le faire, j'ai été très contente, mais je pense que ça n'est pas non plus effectivement toujours un choix libre et il est parfois contraint par une situation personnelle qui est différente. Souvent, c'est contraint. Mais là je rejoins totalement au niveau des temps partiels. Beaucoup de femmes, souvent, sont à temps partiel et souvent, c'est du temps partiel imposé. Même si parfois, il y a certaines femmes qui le choisissent, mais pour beaucoup de femmes, c'est imposé. C'est imposé. Imposé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'une femme cherche du travail, souvent, on lui propose un travail de 18h ou 20h, et elle l'accepte, parce que lorsqu'on cherche du travail, on paye. Oui. Pourquoi on cherche du travail? Pour pouvoir nourrir sa famille et pour pouvoir payer son loyer. Donc, on préfère prendre un 18h que ne pas travailler du tout. Donc, souvent, ils prennent le temps partiel de 18 heures. Et lorsque vous posez la question, souvent, ces gens-là préféreraient travailler à temps plein. Je pense qu'on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord, mais en tout cas, on a eu pas mal d'opinions diverses et variées. J'espère que ça aura fait avancer le débat. Je vous remercie en tout cas d'être présent. Le problème, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, c'est de savoir qui a raison. Faire avancer au moins le débat pour savoir vers quoi on va. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette suite société. Merci également de votre présence. Le dernier, en tout cas, que je présente pour ma part. Très bonne soirée à vous et à bientôt.